Je vais commencer par dire un mot pour resituer cette conférence dans le cadre du cycle qui vous est proposé. Donc vous vous rappelez que la dernière fois plutôt, c'était il y a quelques semaines, j'étais parti de la conférence qui a été prononcée en 1964 par Sartre à l'occasion du débat qui était lui-même proposé par l'Union des étudiants communistes à la Mutualité sur ce thème, donc que peut la littérature. Et c'est pour célébrer en quelque sorte les 50 ans de cette conférence, de ce débat fameux, que à la NRF, donc il y a quelques semaines, j'ai proposé un numéro spécial qui visait à revenir sur cette conférence, mais surtout au-delà de la conférence elle-même, à revenir sur la question donc à laquelle Sartre et quelques autres écrivains avaient été confrontés. Et donc la dernière fois, j'avais essayé de rappeler le contexte de cette conférence et de montrer rapidement en quoi elle avait vu s'affronter deux points de vue, celui donc défendu par Sartre au nom d'une certaine idée de la littérature engagée d'une part, et d'autre part un point de vue antagonique, ou en tout cas qui passait pour tel à l'époque, et qui du côté de la littérature expérimentale, plus précisément du nouveau roman, de tel quel, avec des auteurs comme Jean Ricardou et Jean-Pierre Faye, visait au contraire à désengager la littérature pour la rendre en quelque sorte à elle-même et à l'expression de l'essence même de ce qu'elle est en principe. Bon, j'avais essayé de montrer que les choses étaient plus compliquées que ça en vérité, et qu'en 1964, Sartre, dans l'après-coup des mots, était en train de se détacher en quelque sorte des conceptions un peu plus dogmatiques et radicales qu'il avait exposées en 1945, au moment de la Libération, au moment de la création de la revue Les Temps modernes, et que d'autre part, les écrivains désengagés et expérimentaux du nouveau roman, de tel quel, étaient eux-mêmes en train d'évoluer dans la perspective de renouer avec la vieille utopie des avant-gardes et de mettre en quelque sorte la littérature au service de la révolution. Tout cela étant appelé à prendre forme, aussi bien pour Sartre d'ailleurs que pour les écrivains auxquels il était opposé, dans l'après-coup de 1968. Voilà. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, c'est reprendre cette question du que peut la littérature ou que peut encore la littérature. Et avant de la poser au présent, comme j'essaierai de le faire, et ce sera difficile en janvier, essayer de voir comment cette question elle a pu être saisie de façon différente et antagonique, là encore, par trois très grands romanciers du XXe siècle, qui sont donc Proust, et nous en parlerons aujourd'hui, Céline, ce sera l'objet de la rencontre de la semaine prochaine, et enfin Aragon dans 15 jours. Alors pourquoi ces trois romanciers ? Bien, pour une raison discutable, mais en tout cas évidente à mes yeux, hein, on peut les considérer peut-être comme les trois plus grands romanciers français du siècle passé. Personne n'en doute concernant Proust. Les avis sont un peu plus partagés au sujet de Céline et plus encore sans doute au sujet d'Aragon, mais je crois malgré tout que le jugement de valeur que je viens de poser peut être défendu. Mais il n'y a pas seulement cela. Si j'ai choisi ces trois romanciers, c'est parce qu'ils illustrent par rapport à cette question des pouvoirs et de l'impouvoir éventuel de la littérature, des positions, des attitudes très clairement opposées. En tout cas, quand on reste à un niveau superficiel de lecture. Proust est souvent vu comme un romancier du désengagement, quelqu'un dans l'œuvre duquel la part du politique est secondaire, sinon négligeable, et qui au contraire oppose à l'idéologique, au politique, une littérature qui est tournée tout entière du côté d'une rédemption personnelle qui se joue sur le terrain exclusif, disons, ou quasi exclusif de l'esthétique. Disons donc un écrivain du désengagement. Et bien évidemment, il en va tout autrement pour Céline et Aragon, qui ont en plus, pour la visée exemplaire que je cherche à trouver chez eux,
l'intérêt donc de s'être situé politiquement sur des positions opposées, puisque, comme on le sait, et on le verra bien sûr la semaine prochaine et la semaine suivante, Céline a cédé à l'attraction, à la fascination de thèses, de positions antisémites et, disons, fascistes pour aller vite, encore que l'adjectif méritera d'être discuté. Et en ce qui concerne Aragon, lui, il a rejoint le Parti communiste français au moment où celui-ci était sur des positions extrêmement radicales et qui l'ont compromis durablement du côté du stalinisme. Donc disons un écrivain de droite avec Céline et un écrivain de gauche avec Aragon. Donc trois postures assez clairement distinctes et qui permettent du même coup de voir les réponses opposées qui peuvent être apportées à la question que je pose depuis le début de ce cycle. Avec cet intérêt supplémentaire qu'entre ces trois écrivains a eu lieu un débat au moins virtuel, au moins allusif, puisque Proust a ignoré, pour des raisons évidentes, Céline et Aragon, puisqu'il est mort en 1922, c'est-à-dire à un moment où Céline n'avait pas encore publié et où Aragon commençait tout juste à le faire. En revanche, Céline et Aragon n'ont pas ignoré Proust. Céline a pris à partie Proust de façon ambivalente, comme j'essaierai de vous montrer la prochaine fois, se situant à certains égards proche de lui et à certains autres égards très loin de lui. Et Aragon, en ce qui le concerne, a été très attentif à l'œuvre de Céline, qu'il a d'abord soutenue puis ensuite condamnée, et a été dans une opposition constante à l'œuvre de Proust, alors même qu'à bien des égards, il me semble qu'il est un écrivain fort proustien, et peut-être aurai-je le temps de le démontrer aussi. Donc voilà un peu le cadre d'ensemble dans lequel je me situe et qui va me conduire donc aujourd'hui à parler de Proust. Alors, j'en ai déjà parlé avec vous dans le cadre de conférences qui ont eu lieu lorsque la NRF, en 2013, a publié un numéro double intitulé D'après Proust et visant à célébrer les 100 ans du premier volume de La Recherche du temps perdu, à savoir du côté de chez Swann. Et j'en ai parlé aussi avec certains d'entre vous dans le cadre du TD, du séminaire que j'ai fait il y a 3 ou 4 ans maintenant, je crois, et qui visait à rapprocher deux très grands écrivains du XXe siècle, outre Proust, Joyce, l'auteur d'Ulysse. Donc je sais que certains d'entre vous sont des Proustiens avisés, mais comme j'imagine que ça n'est pas nécessairement le cas de tout le monde dans cette salle, je vais être amené à rappeler un certain nombre de choses qui paraîtront évidentes à certains auditeurs, sans doute, qu'ils m'en excusent. Je vais faire porter l'accent, pour aller vite et pour essayer d'être aussi synthétique que possible, non pas sur toute l'œuvre de Proust, parce que ça serait bien sûr démesuré, mais, et j'ai peur que ça soit déjà un trop gros morceau pour que je puisse en faire le tour en l'espace d'une heure et demie, sur le dernier volume de La Recherche du temps perdu, qui s'intitule donc Le temps retrouvé, et que j'ai amené là au cas où. Mon ambition dans le cadre de cette conférence est la suivante. Donc, je voudrais d'abord, pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, rappeler un peu de quoi il est question dans Le temps retrouvé et en quoi ce livre peut être lu et pensé à la manière d'une sorte d'apocalypse. Je justifierai l'usage de ce terme. Et puis, une fois cela fait, j'essaierai donc, à partir du temps retrouvé, de poser donc la question qui nous occupe, de savoir que peut la littérature aujourd'hui pour Proust. Et j'essaierai de montrer en quoi Proust, d'où le recours au terme d'apocalypse, Proust, dans Le temps retrouvé, essaye de dire le dernier mot du monde dans un contexte de débâcle, de déroute, de désastre à la fois collectif et individuel, métaphorisant en quelque sorte ce désastre à partir de deux scènes qui sont aussi deux allégories, on peut dire, qui se situent au cœur même du dernier volume de La Recherche du temps perdu, Le temps retrouvé, une scène de bordel et une scène de bal. Et
pour finir, j'espère avoir le temps d'aller jusque-là, j'essaierai de montrer que dans cette œuvre qui passe à juste titre, pour une œuvre désengagée, loin du politique, hostile même au politique parfois, il y a malgré tout une politique et une morale de Proust qui s'énoncent et qui permet de comprendre en quoi, en dépit de tout, pour Proust, la littérature peut quelque chose, et elle peut quelque chose même dans ces champs du politique et de l'éthique dont on imagine parfois que Proust a choisi de s'en détourner ou de les déserter. Donc d'abord, et pardon pour ceux qui connaissent ce livre, qui l'ont lu et en savent tous les détails, d'abord donc un mot sur le temps retrouvé. Alors lorsque j'avais parlé, je crois que c'était l'année dernière, ou peut-être il y a 2 ans, de Proust ici, j'avais assez solidement, disons, sollicité un livre du philosophe Gilles Deleuze qui s'appelle Proust et les signes, et qui, de manière très convaincante, présente la recherche du temps perdu comme une entreprise conduite donc par le narrateur de la recherche du temps perdu, afin de déchiffrer les différents systèmes de signes par lesquels le monde se présente à nous. Ce qui revient, je n'ai pas le temps de détailler à nouveau ce point, mais ce qui revient à définir la recherche du temps perdu, et je crois que c'est assez vrai et assez évident, comme une sorte de quête initiatique. D'ailleurs, l'expression quête initiatique est un peu pléonastique, puisque le propre d'une quête, c'est d'être initiatique. Donc, disons une quête qui va mener le narrateur de l'expérience de la chute dans le temps, comme disait Sioran, à une expérience de la rédemption, et on verra qu'il s'agit a priori plutôt d'une rédemption artistique. Si la recherche du temps perdu est bien une quête qui conduit auteur et lecteur de l'expérience de la chute à l'expérience de la rédemption, alors il est justifié sans doute de présenter donc le dernier volume du cycle, Le temps retrouvé, comme, disais-je, une sorte d'apocalypse qui ferait écho donc au dernier des livres de la Bible. Alors vous savez que tiré du grec, le terme apocalypse a fini par prendre une double signification. Je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment érudit en ce domaine pour pouvoir dire comment et quand, mais dans la langue moderne, en tout cas, le terme d'apocalypse a cette double signification de désigner à la fois la fin du monde et la révélation qui accompagne cette fin du monde au moment du jugement dernier. Or, le temps retrouvé, et je vais dire un peu plus précisément ce que ce livre raconte, le temps retrouvé a bien cette caractéristique de nous faire assister à la destruction d'un monde, des ruines duquel va s'élever, va s'affirmer une certitude quasi religieuse, voire mystique, qui finira par donner seul son sens à l'existence du narrateur et à l'œuvre que celui-ci se décide à écrire. Alors je rappelle malgré tout, mais je pense que c'est superflu parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà une certaine connaissance de l'œuvre de Proust. Enfin, je rappelle que la recherche du temps perdu, comme l'explique Proust d'ailleurs dans Le temps retrouvé, peut être résumée de la manière suivante. C'est l'histoire d'une vocation, la vocation dont prend conscience un individu qui réalise donc que le seul moyen pour lui d'échapper à la mort, au temps, à la vieillesse, à la damnation, au néant, c'est de devenir écrivain pour transformer donc, et ça va être l'objet de mon propos aujourd'hui, pour transformer le désastre du monde en sujet, en quelque sorte, d'une œuvre artistique qui rédime ce désastre et permet de s'en extirper, de s'en accepter, d'y échapper. Et donc, le temps retrouvé, c'est, je vais l'expliquer, donc ce moment de la recherche du temps perdu où le narrateur, parvenu au plus bas, réalise donc que le seul moyen pour lui, qui lui reste, de donner sens à sa vie, c'est de transformer cette vie en une œuvre littéraire qui est vraisemblablement l'œuvre que nous sommes en train de lire, que nous sommes en train de finir de lire, à savoir La recherche du temps perdu elle-même. Alors je reviens à l'idée d'Apocalypse. Le dernier volume de la recherche est précisément le lieu d'un jugement dernier. D'ailleurs, l'expression apparaît dans Le temps retrouvé. Proust y évoque les trompettes du jugement dernier, même si c'est sur un mode un peu ironique.
Un jugement dernier, donc, par lequel se trouve prononcée pour l'éternité la damnation des êtres et la rédemption de l'artiste, la rédemption solitaire de l'artiste. Alors, de quelle fin du monde s'agit-il ? Je commence donc par résumer rapidement le temps retrouvé, et après j'essaierai d'aller plus loin dans les analyses, quitte à me répéter un petit peu par souci de clarté. Donc, de quelle fin du monde s'agit-il ? Eh bien, c'est quelque chose que ne savent pas les lecteurs de Proust qui n'ont pas eu le courage ou le goût d'aller jusqu'au bout de La Recherche du temps perdu, et donc qui est parfois un peu ignoré ou sous-estimé. Mais le dernier volume de La Recherche du temps perdu a pour toile de fond la Première Guerre mondiale. Proust est un romancier de la Première Guerre mondiale, vu comme un moment historial, disons, celui où finit, où s'écroule, un peu comme Paul Valéry l'avait dit dans ce texte dont je vous ai parlé également à l'occasion du numéro que la NRF avait consacré à la question européenne. Donc je fais allusion au texte de Paul Valéry, La crise de l'esprit, où Paul Valéry pose donc ce diagnostic devenu célèbre: nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. C'est sur ce destin funèbre des civilisations que Proust, au même titre que Valéry, et son contemporain et proche à certains égards, c'est sur ce destin funèbre donc que Proust choisit de faire porter l'accent dans Le temps retrouvé. En ce sens, Le temps retrouvé est aussi l'un des grands romans sur la France, l'un des plus grands romans sur la France écrits, sur la France au cours de cette période. Et c'est pour ça que le rapprochement avec Céline me semble pertinent. Le temps retrouvé est un peu comme l'envers et le complément nécessaire du célèbre Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, ou en tout cas des premiers chapitres de ce Voyage au bout de la nuit, qui relate l'expérience donc fort différente qu'a vécue Céline à l'époque, fort différente mais complémentaire. Pourquoi ? Eh bien parce que Proust observe la Première Guerre mondiale depuis la position qui est la sienne, et c'est un choix très intègre, très honnête, c'est-à-dire l'arrière. Proust n'a pas été mobilisé, il n'a pas combattu, bien sûr, à la différence de Céline, on le verra, à la différence d'Aragon également. On peut évoquer, enfin il y a toute une littérature de la Première Guerre mondiale qui est très importante à tous égards, et à l'intérieur de laquelle donc s'inscrit d'une certaine manière, encore qu'on ne le dise pas assez, qu'on ne le sache pas toujours, donc Le temps retrouvé de Proust. Côté aussi, par exemple, de L'adieu aux armes d'Hemingway, côté américain, ou La main coupée, par exemple, de Blaise Cendrars. Proust, dans Le temps retrouvé, nous fait découvrir la guerre de ceux qui n'ont pas connu la guerre. Donc il nous fait partager les sentiments de ceux qui ne peuvent assister que de loin aux destructions matérielles, aux morts, mais qui sont les victimes directes de la stupidité nationaliste et de ce qu'on appelait à l'époque le bourrage de crâne, c'est-à-dire l'hystérie patriotique et toutes les formes que lui a données une propagande assez intensive. Donc, pour en dire un peu plus du côté de l'histoire, du côté de l'intrigue, le narrateur, j'y reviendrai si j'ai le temps, revient à Paris en 1914 puis en 1916, après avoir été très longtemps éloigné de la capitale. Il y a un grand trou dans La Recherche du temps perdu. On ne sait absolument pas ce qui arrive au personnage entre 1902 et 1914, sauf qu'il s'est retiré dans une maison de santé. Donc on peut imaginer, Proust parle d'une maladie, on peut imaginer une longue dépression nerveuse. Je crois même que 12 ans, ça excède de loin la durée qu'on peut assigner à ce qu'on appelle une dépression nerveuse. Donc Proust revient, enfin le narrateur plutôt, revient à Paris en 1914 puis en 1916, et il va découvrir donc ce Paris nocturne, étrange, obscur, ce Paris mystérieux, donc menacé par les avions allemands. La capitale est bombardée, et dans laquelle s'organise une sorte de société nouvelle, faite exclusivement de ceux qui ne combattent pas et qui ont dépêché au front, comme des victimes émissaires, les jeunes gens de cette génération sacrifiée, donc, qui a combattu entre 1914 et 1918. Une fin du monde qui a ceci de particulier dans Le temps retrouvé, que
les désastres collectifs, ils sont comme l'écho des défaites individuelles qu'ils accompagnent. Et c'est bien pourquoi le temps retrouvé baigne dans une atmosphère nocturne de fin du monde, manifestant la certitude d'une catastrophe qui est autant celle des individus que celle des peuples. Et d'ailleurs, l'un des intérêts du livre, c'est que Proust montre bien comment les lois de la psychologie, telles qu'il les analyse et telles qu'il les révèle, s'appliquent aussi bien à ces petits individus qu'on nomme des personnes qu'à ces grands individus faits de la somme de millions de petits individus qu'on appelle des nations. Je cite ici une phrase de Proust, dans le temps retrouvé, dit « Les grands ensembles d'individus appelés nations se comportent eux-mêmes dans une certaine mesure comme des individus ». Donc le romancier, lorsqu'il exerce sa sagacité sur ce spectacle de fin du monde qu'il a sous les yeux, montre bien comment la même loi de gravité, on peut dire, tire vers le bas les nations et les personnes soumises aux mêmes lois sinistres. Alors tout ça, donc, comme je le dirai dans un instant, mais dont je suis encore en train de vous présenter le livre dans sa globalité, tout ça va venir se dire et se trouver illustré donc en deux lieux, dont l'un se trouve être un bordel et dont l'autre se trouve être un bal. C'est sur le bal que j'insiste pour l'instant. En effet, la plus grande partie du temps retrouvé a pour cadre une soirée qui est organisée à l'hôtel des Guermantes par le prince et la princesse de Guermantes. Princesse de Guermantes dont on découvre d'ailleurs en cours de route qu'elle est la fameuse Madame Verdurin du premier volume de La Recherche du temps perdu, et particulièrement d'Un amour de Swann, et l'ascension de cette bourgeoise vulgaire et un brin hystérique qui tout à coup accède au terme de son mariage au sommet de la pyramide aristocratique française, est un signe parmi d'autres de l'écroulement du monde et de ses valeurs dont Proust nous parle dans Le temps retrouvé. Donc, quelque temps après la fin de la guerre, personne ne peut dire exactement quand, c'est d'ailleurs très étrange, parce que Proust situe l'épilogue de La Recherche du temps perdu dans le futur, 22, 23, 26, alors que Proust est mort en 1922, donc Proust imagine pour son roman un épilogue qu'il place dans un futur proche, mais dans un futur malgré tout. Et donc le narrateur, sorti enfin de la maison de santé où il soigne le chagrin, où l'a enfoncé la perte de la femme qu'il aimait, Albertine, le narrateur donc décide de revenir dans la haute société qu'il a fréquentée autrefois et d'assister donc à une matinée donnée chez cette famille des Guermantes, dont l'histoire traverse toute la recherche du temps perdu. Mais le temps retrouvé n'est pas seulement la description réaliste de la vie des salons parisiens de l'arrière. Le roman bascule davantage dans un registre autre, qui est pratiquement celui du récit fantastique. Et je crois que, peut-être l'avais-je déjà dit lorsque j'en ai peut-être parlé l'année dernière, mais j'y insiste en guise de préambule à nouveau aujourd'hui, ce livre relève vraiment à la fois de la descente aux enfers et de la danse macabre. La descente aux enfers, parce qu'avant le salut, qu'il va sans doute connaître, pour le narrateur, la matinée chez les Guermantes est la dernière étape du périple initiatique dont je parlais en introduction. Si on revient à la grille de lecture proposée par Gilles Deleuze, qui consiste à dire donc, que le narrateur traverse un certain nombre de systèmes de signes, qui sont les signes de la mondanité, les signes de l'amour, les signes de la mémoire, pour accéder enfin au langage plein et définitif de la création artistique. Eh bien, tous les espoirs que le narrateur avait successivement placés dans ces formes-là de réalisation personnelle, l'amour, la réussite sociale, bon, selon un schéma qui est tout à fait banal et classique, c'est celui des romans d'apprentissage du 19e siècle, c'est Le Rouge et le Noir de Stendhal, ou c'est à l'envers, d'une certaine manière, l'éducation sentimentale de Flaubert. Donc,
après avoir placé toute une série d'espoirs dans l'idée qu'il pourrait s'accomplir socialement et sexuellement, mondainement et amoureusement, le narrateur a fini par comprendre que tout cela est vain, tout cela est sans espoir, et il lui faut donc toucher le fond du néant, arriver comme il l'est au bout de toutes ses illusions. Plus rien ne lui semble promis, ni le soulagement du souvenir, ni la possibilité de l'amour, ni même le recours de l'art, puisque le narrateur désespère au début du temps retrouvé d'être en mesure de produire une œuvre qui soit comparable à celle des auteurs qu'il admire. Et notamment, c'est comme ça que le temps retrouvé commence, les frères Goncourt, dont il évoque le pastichant leur journal. Le narrateur a atteint certaines formes de lucidité qui semble pour lui synonyme seulement de désespoir. C'est pourquoi je parlais d'une véritable descente aux enfers, où l'individu fait enfin l'expérience du temps destructeur et de la mort. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il retrouve dans ce salon, et le lecteur retrouve avec lui, tous les personnages qui ont constitué, pourrait-on dire, la distribution ou le personnel romanesque de la recherche du temps perdu. On voit à peu près revenir tout le monde dans les derniers pages de cette œuvre, sauf ceux qui sont morts, comme Swann par exemple. On voit revenir Odette, on voit revenir sa fille Gilberte, on voit revenir un peu plus tôt Charlus, on voit revenir Madame Verdurin, on voit revenir Le Grandin, Bloch, enfin etc. On pourrait multiplier les noms propres. C'est comme au moment où le rideau est tombé sur la scène, tous les comédiens reviennent en quelque sorte pour saluer, mais saluer de façon sinistre, parce que ce que nous montre surtout Proust, c'est que tous ces vivants que le narrateur retrouve sont en réalité des survivants, et à peine des survivants, presque des fantômes en quelque sorte, qui l'assaillent et qui lui montrent à quel point tous les hommes sont voués à vieillir et même bientôt à disparaître. Donc très clairement, et d'ailleurs il y a des allusions dans le texte de Proust, le narrateur est un peu comparable à Dante ou à Ulysse. Il est assailli par l'ombre de ceux qu'il a connus et qui lui renvoie l'image de sa prochaine et inéluctable disparition. Je pense notamment, vous savez, à ce moment très pathétique de l'Odyssée d'Homère qui a été très souvent glosé et qui montre donc Ulysse convoquant les morts et voyant ceux-ci se presser vers lui pour se désaltérer du sang de l'animal qu'il vient de sacrifier, et ombre anonyme ou parmi lesquelles il reconnaît celle d'Achille et plus pathétiquement encore celle de sa propre mère. Donc il y a un côté descente aux enfers ainsi chez Proust dans le temps retrouvé. Et cette descente aux enfers, c'est aussi, pour reprendre une autre référence culturelle, une danse macabre, parce que cette vision qui assaille le narrateur est une véritable vision d'horreur. Les vivants, je l'ai dit, sont déjà des cadavres, ils se sont métamorphosés. Alors c'est là que la cruauté et la drôlerie de Proust font merveille, parce que à travers les yeux du narrateur, Proust nous amène à mesurer ce qu'il en est des ravages du temps, d'une façon, parfois je le disais, très drôle, parce que enfin, chacun d'entre nous en avait l'expérience, mais ce sont toujours les autres qu'on voit vieillir, on ne se voit jamais vieillir soi-même, et donc le narrateur est très surpris qu'on ne le reconnaisse pas parfois, encore qu'il est moins vieilli, dit-il, peut-être par coquetterie que les autres. Lui aussi, le temps a modifié sa physionomie, et pour ce qui est des autres, c'est encore plus terrible, parce que ce que Proust décrit, c'est pour ça qu'on bascule vraiment du registre réaliste au registre fantastique, c'est une véritable métamorphose, au sens des métamorphoses de Vide, au sens de Landor d'Apulée, au sens de la métamorphose de Kafka. En vieillissant, les êtres, hommes et femmes, ont pris l'apparence d'animaux étranges, ou alors ils ressemblent, les traits de toute la dimension de l'atavisme, que ce soit pour Proust l'atavisme racial ou l'atavisme familial, ressurgit. Et
enfin, je vous laisse lire tout ça, mais c'est assez drôle, en plus d'être très cruel et bien sûr, assez sinistre. C'est pourquoi je parle de danse macabre où la mort entraîne après elle, et de façon indistincte, tous les êtres, hein, qu'ils aient été puissants ou modestes, qu'ils aient été bons ou mauvais, qu'ils aient accompli quelque chose dans leur vie ou qu'ils aient échoué à faire quoi que ce soit de valable. Eh bien, la mort égalise tout, hein, vieille allégorie médiévale notamment, dans la pure tradition du Moyen-Âge et de la Renaissance. Hein. La vision de la mort et du temps est là pour faire prendre aux vivants conscience de la vanité de leur existence. Et j'en viens au dernier point de cette présentation, enfin de la première partie de cette présentation, faire prendre conscience aux vivants de la vanité de leur existence et de la nécessité de se repentir pendant qu'il en est encore temps, en se convertissant à la vraie vie. La vraie vie dont Proust nous dira, mais j'en parlerai tout à l'heure, quelle est la littérature. Parce qu'il y a un renversement qui s'opère. Ce à quoi Proust veut conduire son narrateur et inviter son lecteur aussi, c'est à faire justement la découverte de cette vraie vie à laquelle on accède qu'à la condition de faire son salut, nous dit Proust, par l'art. Alors, il y a 3 signes qui viennent à la rescousse du narrateur, qui sont, une fois encore, des signes surnaturels, presque féeriques, et qui vont lui montrer la voie hors du marasme dans lequel l'humanité s'enlise. Tout cela étant absolument invraisemblable. Hein, mais Proust, d'ailleurs il le revendique, se moque de la vraisemblance. Ce qui l'intéresse, c'est d'accéder à la vérité. Et donc il va chercher des modèles du côté, il le dit lui-même, des contes des Mille et une nuits ou des contes destinés aux enfants, de manière à théâtraliser en quelque sorte le salut presque surnaturel qu'il compte bien offrir à son narrateur. Et ce salut va prendre une forme tout à fait théâtrale, spectaculaire. C'est au plus profond de l'enfer, en effet, que se trouve révélée au narrateur, de manière prodigieuse, voire miraculeuse, la voie de son paradis. Ce qui correspond, là encore, à des choses très, très classiques hein, dans la littérature et dans l'imaginaire. Chez Dante aussi, c'est une fois qu'on est descendu au plus profond de l'entonnoir souterrain que constituent autour du corps de Satan les 9 cercles de l'enfer, qu'on peut ressurgir de l'autre côté, là où l'on voit briller le soleil et les autres étoiles, et on peut se mettre en route donc vers le purgatoire, puis du purgatoire vers le paradis. Il y a une phrase de Proust qui dit dans Le Temps retrouvé, c'est quelquefois au moment où tout nous semble perdu que l'avertissement arrive qui peut nous sauver. Ce qui ressemble beaucoup à la fameuse phrase du poète allemand Hölderlin qui nous dit que là où gît le péril, grandit aussi le salut. Enfin, on est dans une idée qui a presque valeur de lieu commun. Ce qui est moins banal, c'est la façon dont ce salut se présente au narrateur, puisque, je le rappelle à ceux qui ont lu Le Temps retrouvé et je le précise aux autres, en fait, alors qu'il attend pour être introduit dans le salon des Guermantes, le narrateur reçoit en quelque sorte 3 sensations qui le renvoient à des sensations de son propre passé. Il bascule sur les pavés disjoints de la cour de l'hôtel des Guermantes et se rappelle avoir pareillement perdu l'équilibre bien des années plus tôt, alors qu'il se promenait sur le baptistère de Saint-Marc à Venise. Il entend un domestique qui accidentellement fait résonner le cristal d'un verre en le heurtant avec un couvert. Et ce bruit lui rappelle le bruit que faisaient autrefois les cheminots lorsque les trains arrêtés en gare, ils battaient les roues métalliques des wagons avec une barre de métal pour s'assurer de je ne sais quoi.
Et puis le troisième signal qui vient au secours du narrateur, c'est la sensation qu'il éprouve lorsqu'il porte à ses lèvres une serviette qui a été empesée et qui lui rappelle l'impression comparable que lui faisait, si je me rappelle bien, la serviette de bain avec laquelle il s'essuyait sur la plage de Balbec. Autrement dit, la sensation présente renvoie à une sensation passée qui elle-même ressuscite. Le verbe est tout à fait pertinent parce qu'on est en plein dans un imaginaire religieux de la rédemption. Donc la sensation présente ressuscite une sensation d'autrefois, ressuscite le temps perdu et permet, nous dit Proust, d'accéder à une sorte de hors-temps qu'il appelle aussi le temps à l'état pur et par lequel donc l'individu est susceptible de s'arracher à ce processus anthropique de dissolution dont le bal chez les Guermantes a donné l'exemple, ou va donner l'exemple. Mais, nous dit Proust, cette sensation du temps retrouvé, elle n'aura de sens que si elle est déchiffrée et que si la félicité qui l'accompagne ne s'évanouit pas. Ça n'est pas la première fois que ce que Proust appelle la mémoire involontaire fait revenir dans le narrateur sous forme de sensation quelque chose qu'il avait oublié et qu'il croyait perdu. C'est bien sûr d'abord l'expérience de la fameuse Madeleine, mais il y a toute une série d'autres expériences plus ou moins similaires à celle-là qui se trouvent présentées dans La Recherche du temps perdu, et tout particulièrement dans le premier volume du côté de chez Swann. Donc ce qu'apporte le temps retrouvé par rapport à ces expériences épiphaniques antérieures, c'est la conscience que prend donc le personnage que pour que la félicité liée au temps retrouvé ne s'évanouisse pas, il est nécessaire qu'elle prenne la forme d'une œuvre littéraire, d'une œuvre artistique. C'est la fonction de l'art, nous dit Proust, sa véritable vocation, et c'est ce qui fait de lui, de l'art, donc la seule possibilité de rédemption offerte à l'individu. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, que je ne vais pas dire parce que mon propos est différent aujourd'hui. Ce que je viens de résumer, c'est un peu, je dirais, la lecture orthodoxe, la lecture autorisée de Proust. Il me semble qu'il y a beaucoup plus d'inquiétude, de mélancolie, de complexité dans l'œuvre de Proust que dans le résumé qu'on en donne le plus souvent et que je viens moi-même de donner à mon tour. Si vous voulez savoir ce qu'il en est, ou en tout cas ce que j'en pense, vous pouvez vous reporter au texte que j'ai fait paraître justement dans la NRF l'année dernière, qui s'intitule L'esprit de l'escalier, et qui essaye justement de compliquer un peu cette lecture un peu attendue de la recherche du temps perdu. Pour le dire en un mot, hein, je crois que Proust est trop intelligent pour tomber, je dirais, dans les travers très romantiques d'une vision idéaliste et rédemptrice de l'art dont il mesure lui-même les limites. Mais malgré tout, il est vrai que cette vision rédemptrice de l'art, elle est quand même présente dans le temps retrouvé. Avec quand même ce qu'il faut de mélancolie. Je vous lis une phrase du temps retrouvé qui me semble exprimer tout ça. Voilà ce que écrit Proust. La loi cruelle de l'art est que les êtres meurent et que nous-mêmes mourions en épuisant toutes les souffrances pour que pousse l'herbe non de l'oubli mais de la vie éternelle, l'herbe drue des œuvres fécondes sur laquelle les générations viendront faire gaiement, sans souci de ceux qui dorment en dessous, leur déjeuner sur l'herbe. Donc voilà cette vision rédemptrice de l'art qu'il est vrai, Proust expose. Mais mon souci cette année, c'est plutôt de revenir donc sur cette question des pouvoirs de la littérature, notamment de voir en quoi la littérature peut ou pas, pour Proust aujourd'hui, quelque chose, notamment dans le domaine de la réalité où nous évoluons également. Alors voilà ce que je voudrais évoquer maintenant. Donc, que peut la littérature pour Proust ? A priori,
si l'on s'en tient à cette lecture que j'ai dite orthodoxe et autorisée de la recherche du temps perdu, la littérature ne peut rien sinon constater le désastre individuel et collectif à quoi se résout toute réalité. Ou plutôt, pour Proust, apparemment, la littérature ne peut rien sur ce désastre. Personne n'échappera du fait de la littérature à la vieillesse, à la mort, à la solitude, à l'abandon, etc. Toutes sortes de réalités réjouissantes que Proust décrit dans La recherche du temps perdu. Donc, que peut la littérature? Elle ne peut rien sur ce désastre, sinon en porter témoignage. Elle est impuissante, la littérature, à agir sur l'existence des entités individuelles et collectives, personnes et nations, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont condamnées sans appel à la catastrophe qu'impose leur soumission au temps. Elle ne peut rien, nous dit Proust, la littérature, sur ce désastre, mais en même temps, elle peut tout, la littérature, et seule elle peut tout, dans la mesure où elle est seule à se soustraire au temps, à transformer ou à pouvoir transformer le temps perdu en temps retrouvé, et à permettre ainsi l'accès de l'artiste à une sorte de hors-temps dont l'adoration perpétuelle, c'est une expression de Proust, enfin qui vient du langage de la théologie chrétienne, bien sûr, mais donc je reprends ma phrase, la littérature pour Proust peut tout, dans la mesure où seule, elle permet l'accès de l'individu, à condition qu'il soit artiste, à une sorte de hors-temps, de vérité supérieure, dont l'adoration perpétuelle, au même titre que l'adoration de Dieu pour les chrétiens, a pour l'écrivain donc valeur de rédemption. Donc voilà la lecture orthodoxe dont je parlais, et qui fait de Proust l'héritier, et on pourrait même dire l'accomplissement d'un romantisme propre au XIXe siècle, mais survivant jusqu'à nous, et qui a cette particularité de substituer à toutes les croyances anciennes, et notamment les croyances religieuses, une religion nouvelle, qui est celle-là même que le romantisme appelle de ses voeux, et qui est une religion de l'art. En fait, pour dire les choses clairement et en une formule, l'artiste fait son salut par l'art en substituant l'art à la religion qui, auparavant, en tenait lieu. Alors, c'est un peu cette idée-là que je voudrais, dans le temps qui me reste, essayer de nuancer et de préciser. Je ne suis pas certain que pour Proust, et c'est ce que je vais essayer de démontrer maintenant, l'art ne puisse rien du tout sur le monde. Et je ne suis pas certain non plus que pour Proust, l'art puisse tout depuis cet en dehors du temps où il s'établit. Alors essayons de reprendre tout cela. Je reviens sur l'idée d'apocalypse, sur l'idée de fin des temps, qui est véritablement au cœur de la démonstration proustienne et telle qu'elle s'accentue, telle qu'elle s'aggrave dans le dernier volume de La recherche du temps perdu. Il faut revenir un peu au temps retrouvé pour mieux le mesurer et comprendre notamment que pour Proust, au moment où il écrit La recherche du temps perdu, tout se passe de façon assez étrange et peut-être un peu hallucinatoire, comme si la réalité qu'il vit venait en vérité vérifier la fiction qu'il avait imaginée. Je m'explique. Ce qui est tout à fait étonnant lorsqu'on étudie la genèse de La recherche du temps perdu, et beaucoup de spécialistes l'ont fait, c'est tellement compliqué qu'il y a matière à construire de belles carrières universitaires sur un tel terrain, toutes les archives, les paperoles, enfin tout ça. En plus, ça plaît beaucoup caractère fétichiste et obsessionnel de certains. Mais bon, ce qui est très intéressant, c'est qu'on réalise qu'en fait, Proust avait dès le début une idée très précise de la manière dont son roman se terminerait. Bon, vous me direz, ça n'a rien d'extraordinaire. En général,
Ça semblerait une bonne idée pour un écrivain que de savoir où il y va, quand il y va. Mais en réalité, les choses se passent souvent différemment et beaucoup d'écrivains écrivent un peu à l'aventure et ont le sentiment de découvrir à mesure qu'ils l'écrivent le livre dont ils deviennent ainsi les auteurs. Mais il y a un peu de ça chez Proust, mais malgré tout, ce qui est formidable, étonnant, c'est que pour lui, le dernier mot de l'œuvre, tel qu'il s'énonce dans le Temps retrouvé, avait été pensé et posé par lui dès le début. Alors, sans m'étaler trop longuement sur ce terrain-là, parce qu'on n'en a pas le temps, mais je rappelle que Proust commence à écrire, sans doute, La recherche du temps perdu vers 1908-1909, et sous la forme d'abord de ce qui est un texte hybride, relevant de ce que Barthes appellera la tierce forme hybride entre le roman et l'essai, une série de pages manuscrites qui n'ont été publiées que de manière posthume, et qu'on connaît désormais sous le titre de Contre Sainte-Beuve, parce que Proust il discute notamment des thèses avancées au XIXe siècle par le grand critique Sainte-Beuve, qui, d'après Proust, prétendait expliquer l'œuvre des écrivains par leur biographie, ce à quoi Proust s'oppose en expliquant que le moi social est toujours très différent du moi littéraire. Donc Proust commence à écrire ce qu'on appelle Contre Sainte-Beuve en 1908, puis très vite le projet change et va prendre un tour plus romanesque et va donner naissance donc à La recherche du temps perdu telle que nous la connaissons. Mais quand on regarde le projet de préface qu'en 1908-1909, Proust écrit pour son Contre Sainte-Beuve, on a la surprise d'y trouver déjà l'essentiel de ce que bien des années plus tard, plus de 10 ans plus tard, Proust écrira dans Le Temps retrouvé, et notamment ces 3 signes dont je vous ai parlé, les pavés disjoints, le bruit du couvert contre le verre en cristal et enfin la sensation de la serviette empesée. Tout ça est déjà en germe, en tout cas, dans les premières pages de ce projet inabouti de 1908, le Contre Sainte-Beuve. Proust n'a cessé d'écrire, d'ajouter, de retrancher. C'est pour ça qu'il y a bien des manières différentes de publier La recherche du temps perdu, en tout cas les derniers volumes de La recherche du temps perdu, puisque Proust, lorsqu'il meurt en 1922, est loin d'avoir achevé son œuvre, même s'il en a déjà posé pour elle le mot fin. On en est à la parution du premier tome de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire on est à peu près, pas tout à fait, mais à peu près au milieu de La recherche du temps perdu. Tout le reste est sous forme de manuscrits auxquels Proust ne cesse d'ajouter des remarques. Ce sont les fameuses paperoles qui font les délices ou le désespoir des éditeurs de La recherche du temps perdu. Donc, Proust sait déjà où il va en 1908. Et la vision profondément pessimiste du monde et de la vie qui est la sienne est déjà contenue dans les premières ébauches, donc celles qui datent donc d'avant la Première Guerre mondiale. Vision pessimiste du monde et de la vie, disais-je, qui doit autant aux moralistes classiques, Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère, Saint-Simon, vous savez, ceux qui dénoncent les ravages de la passion, les illusions de l'amour-propre, les leurres de la mondanité. Donc pessimisme qui doit à cette tradition très française et très classique, mais qui se nourrit aussi de la philosophie moderne. Proust a lu Nietzsche, notamment La naissance de la tragédie. Il a lu aussi Schopenhauer, et tout ça se combine donc pour constituer quelque chose qui ressemble assez au nihilisme tel que Nietzsche l'analyse à peu près à la même époque, et sous les formes différentes qu'il lui donne et qu'on retrouve aussi chez Proust. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que cette vision toute intellectuelle qui est celle de Proust en 1908-1909, elle rencontre tout à coup le réel sous la forme d'une double épreuve qui va infléchir, renforcer, peut-être modifier le cours de l'œuvre qu'il est en train d'écrire. D'après les reconstitutions qu'ont faites les spécialistes, c'est essentiellement en 1917-1918 que Proust rédige Le Temps retrouvé, en reprenant donc des textes dont certains sont très anciens, puisque le plus ancien, donc je vous l'ai dit, remonte à 1908. Bon.
Et donc, lorsque Proust passe à la rédaction définitive ou à la mise au net, parce qu'on ne peut pas parler vraiment de rédaction définitive, disons à la mise au net provisoire du temps retrouvé, il le fait donc sous le coup d'un certain nombre d'événements qui donnent une dimension encore plus tragique finalement à son propos. Proust écrit en 1917-1918 sous l'épreuve du deuil personnel, mais aussi sous le coup de la guerre, donc que, comme tous ses contemporains, même si c'est depuis l'arrière, il est en train de vivre. L'épreuve du deuil, alors on a beaucoup glosé, Barthes notamment, et d'autres après lui, sur la mort de la mère de Proust. Elle meurt en 1905, et beaucoup de spécialistes, et c'est le cas de Barthes notamment, expliquent que ce chagrin personnel a eu paradoxalement des effets désinhibants sur Proust et lui a permis, alors qu'il était loin d'être tout jeune, quand il se met à écrire La Recherche du temps perdu, Proust approche des 40 ans, donc c'est assez âgé, en tout cas pour se lancer en littérature. Donc il y a peut-être eu effectivement un effet désinhibant produit par cette perte douloureuse liée à la disparition de sa mère. Mais il y a une autre mort dont on parle moins souvent, qui est la mort en 1914 de son secrétaire chauffeur Agostinelli, qui était également son amant, et qui meurt dans des circonstances tout à fait particulières. Il meurt dans un accident d'avion. C'est assez comique d'ailleurs, parce qu'il prenait des leçons de... Enfin, il ne faut pas trop que je m'égare, parce que j'ai plus beaucoup de temps, je vous raconte quand même l'anecdote. Mais il prenait des leçons, parce qu'il était, comme tous les gens de cette époque-là, fasciné par l'aviation naissante. Donc il prenait des leçons de pilotage. Il s'était fait inscrire à l'école de pilotage sous le nom de Marcel Swann. Et son avion s'est écrasé sur la Méditerranée. Agostinelli a survécu au crash, enfin on n'appelait pas ça comme ça à l'époque de cet appareil, mais il ne savait pas nager, donc en fait il est mort noyé. Voilà. Et c'est une douleur terrible. C'est une douleur terrible pour Proust, qui va imprimer sa marque à La Recherche du temps perdu, parce que si Albertine meurt dans un accident de cheval à la fin de La Recherche du temps perdu, c'est parce que Proust a éprouvé le besoin de faire rentrer dans son œuvre ce qu'il venait de vivre dans sa vie, et le long séjour en maison de santé que vit le narrateur dans La Recherche entre 1902 et 1912 est comme le reflet de l'épreuve personnelle donc, que Proust lui-même a vécue et qui était en partie causée par la perte de cet homme donc, dont il était l'amant. Donc il y a le deuil personnel, mais il y a aussi, bien sûr, ce deuil collectif qui est lié à l'entrée de la France en guerre. Donc c'est comme si le réel sous ces formes-là déterminait le roman en faisant effraction en lui et en forçant le roman à dire en quelque sorte cette catastrophe individuelle et collective dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est bien la fin d'un monde que Proust décrit. Alors je vais être obligé d'accélérer un peu le rythme par rapport à ce que j'avais prévu pour arriver au bout de la démonstration quand même, mais j'essaye quand même de... Excusez-moi si c'est un peu décousu du coup, mais j'essaye quand même de mettre en place un certain nombre de choses qui sont importantes pour l'intelligence de mon propos. Proust décrit dans Le temps retrouvé Paris en guerre, donc Paris sous la menace des avions allemands, Paris dans lequel reviennent les permissionnaires du front, des morts sur citerre, comme dit Aragon. Il y a une double référence mythologique qui est convoquée par Proust pour dire le Paris de la Première Guerre mondiale. Il compare cette ville à la fois à Sodome et à Pompéi. Sodome et Pompéi, deux villes qui bien sûr ont été détruites par le feu, un feu venu du ciel ou venu du plus profond de la terre dans le cas de la ville romaine, et c'est exactement cette impression de civilisation dans le moment qui précède sa destruction que Proust essaye de nous donner. Et bien sûr, cette double référence, Sodome, bien sûr, vous savez que Proust a écrit Sodome et Gomorrhe, bon, donc il y a cette référence-là qui elle est à double tiroir, à double fond plutôt. Donc cette double référence, Sodome et Gomorrhe, elle lie l'idée de fin du monde à un imaginaire de la faute, du châtiment, de la décadence. L'univers que décrit Proust, c'est un univers qui est livré à une destruction totale et sans reste, qui touche bien sûr les individus. Et le grand ami du narrateur, c'est Robert de Saint-Loup,
trouve la mort au combat, c'est un officier. Donc une destruction qui touche les individus, mais qui touche aussi les lieux. Alors, par une sorte de manipulation tout à fait significative, dans le dernier volume de La Recherche du temps perdu, Proust déplace Combray pour situer la ville sur le théâtre des opérations. Alors c'est totalement invraisemblable par rapport à la description de Combray qui avait été donnée dans le premier volume de La Recherche du temps perdu. Mais si Proust va contre la vraisemblance et crée une sorte de contradiction ou d'absurdité dans son propos, c'est justement afin de montrer comment les combats de la Première Guerre mondiale vont détruire le lieu un peu idyllique, le paradis perdu de son enfance, dans lequel La Recherche du temps perdu avait commencé. Donc tout se passe comme si Combray devenait Verdun, le chemin des dames, si vous voulez, et comme si tous ces lieux donc rêvés, idéaux, l'église, la baie d'Aubépine, les deux chemins qui vont l'un vers Guermantes, l'autre vers la maison de Swann, tout ça se trouve désormais devenu un champ de ruines criblé d'obus, parcouru de tranchées, et dans lequel les deux camps s'affrontent de façon atroce. Donc destruction des individus, destruction des lieux, tout cela préparant l'avènement d'un monde nouveau où il ne restera plus rien, même sous forme de souvenirs, des valeurs, des hiérarchies, de l'ordre d'une civilisation ancienne, celle que le narrateur a connue, qui est désormais aussi lointaine, bien que 2 ou 3 ans seulement se soient passés, une civilisation qui est devenue aussi lointaine que la Rome antique ou l'ancien régime. Voilà l'apocalypse, donc, pour revenir à ce terme, que décrit Proust, et qui affecte les individus dans toutes les dimensions de leur être, dans toutes les catégories, en quelque sorte, de leur existence. Pourquoi ? Bien parce que la guerre, elle sert de révélateur, nous montre Proust, à une violence sociale et sexuelle qui gouverne invisiblement le monde et qui tout à coup donc se manifeste au grand jour. Comme si la guerre, en plus d'être la réalité qu'elle est, fonctionnait à la manière d'une métaphore. Proust insiste beaucoup sur la nécessité de la métaphore dans la création littéraire. Donc la guerre fonctionne à la façon d'une métaphore qui montre le vrai visage de la réalité et éclaire le fonctionnement de toutes les activités humaines, y compris celles qui semblent les plus éloignées de ce qui est en train de se passer sur les champs de bataille. Autrement dit, ce qui se passe, et je vais y venir dans un instant, dans les salons et dans les chambres à coucher, en fait, se trouve être comme deux aspects de cette guerre globale qui concerne toute l'humanité, cette guerre perpétuelle qui fait s'affronter les individus et qui les anéantit les uns après les autres. Alors bien sûr, c'est une idée très ancienne que Proust se contente de réactiver. Elle est tellement ancienne qu'elle remonte aux philosophes qu'on dit présocratiques, et notamment à Héraclite, qui montre bien comment la violence est fondatrice de tout, et qui déclare dans un de ses aphorismes célèbres la guerre est le père ou la mère de toute chose. C'est aussi l'idée de Hobbes au début du Léviathan, qui présente l'état de nature comme la guerre de tous contre tous. Idée qui est reprise au XIXe siècle par des philosophes que Proust connaît au moins de seconde main, qu'il s'agisse de Hegel ou qu'il s'agisse du grand Clausewitz, celui qui a écrit que la guerre était la continuation de la politique par d'autres moyens, et dont les travaux, les textes réunis sous le titre de la guerre ont été traduits en France à la fin du XIXe siècle. Tout ça a un écho chez Proust dans La Recherche du temps perdu, notamment à travers les théories militaires. Il y a toute une part de l'œuvre qui traite de stratégie, théorie militaire que le narrateur attribue à son ami Robert de Saint-Loup. Donc je le disais, la guerre fait réapparaître un état de nature qui est antérieur à la civilisation, où chacun est en lutte avec autrui. Tout cela se manifestant avec une violence qui gouverne donc à la fois la vie sociale et la vie sexuelle. Le personnage sur lequel tout ça vient s'agglomérer, si on peut dire, et qui en devient l'illustration emblématique, c'est le personnage du baron de Charlus. Il va devenir, dans le temps retrouvé,
comme le bouc émissaire, la victime sacrificielle, qui est exemplaire de cette violence libérée de partout, qui va d'ailleurs entraîner sa déchéance, dans la mesure où on ne pardonne pas, bien sûr, à celui qui témoigne pour la vérité, qu'elle soit sociale ou sexuelle, et c'est précisément le cas de Charlus. On peut dire que le temps retrouvé, et je préciserai dans un instant pourquoi, le temps retrouvé nous raconte véritablement la passion de Charlus, mais au sens christique du mot passion. Sa déchéance personnelle, qui est donc, une fois encore, puisque Proust ne cesse de combiner les deux éléments, une déchéance sexuelle et une déchéance sociale. Déchéance sexuelle, Charlus a été abandonné par son amant, Morel, et donc il est en quête de plaisir de plus en plus douteux et misérable. Déchéance sociale, il est mis au banc de la société dont il était pourtant l'une des figures les plus prestigieuses et les plus flamboyantes. Moins d'ailleurs pour ses mœurs sexuelles, parce que vous savez que chez Proust, tout le monde est plus ou moins homosexuel. Ça tourne un peu à la manie. À mesure qu'on avance dans La Chambre du temps perdu, on découvre que tous les hommes et toutes les femmes, en fait, sauf le narrateur, ce qui est quand même assez étonnant, puisque c'est quand même celui qui représente Proust, tout le monde, sauf le narrateur, est homosexuel. Les hommes et les femmes. Et donc, que Charlus soit homosexuel, bon, ça n'est pas vraiment quelque chose d'étonnant, mais ce qui... Et la cause de la déchéance sociale de Charlus, c'est l'incapacité qu'il a à réprimer son inversion. Et Proust raconte ça de manière très drôle aussi, en montrant, enfin de manière très drôle et très discutable aussi, mais enfin c'est un autre sujet. Mais Charlus se pique de virilité, de mépriser les hommes efféminés. C'est-à-dire, il tient un discours qui est tout à fait en contradiction avec son propre être, sans se rendre compte que la contradiction crève les yeux de tous ses interlocuteurs, et que tous ses efforts pour dissimuler son homosexualité ne font que révéler plus encore cette homosexualité et donc le mettre socialement en péril. Mais ça n'est pas vraiment ça le problème. Le vrai problème de Charlus dans le temps retrouvé, c'est que la famille à laquelle il appartient, la famille des Guermantes, est une famille de l'aristocratie qui, comme beaucoup de familles de l'aristocratie européenne, a des branches dans plusieurs pays, et notamment en France et en Allemagne. Et donc Charlus, qui est considéré comme à moitié allemand, à tel point qu'on l'a aimablement gratifié, nous dit Proust, du surnom de Frau von Bosch. Donc Charlus est considéré comme un traître à la patrie, un dilettante, voire un défaitiste, et c'est ce qui donne à ses adversaires sociaux et sexuels l'argument nécessaire pour faire de lui désormais un proscrit. Déchéance sexuelle, déchéance sociale, déchéance physique, puisque Charlus sera frappé par une attaque qui le laissera, lui, ce formidable causeur, à demi aphasique. Passion de Charlus, mais une passion sans résurrection, parce que Charlus, à la différence du narrateur, dont il est pourtant si proche par bien des côtés, Charlus, lui, ne deviendra pas artiste et donc ne parviendra pas à transformer sa souffrance en beauté artistique. Alors, je vais terminer vraiment en quelques minutes pour ne pas dépasser le temps qui m'était imparti, mais si vous avez lu Le Temps retrouvé ou si vous lisez ce livre, vous verrez donc, comme je l'ai déjà annoncé, qu'il y a deux lieux emblématiques de cette peinture que Proust propose de l'Apocalypse dont il est le contemporain. Le bal, enfin le bal, ça n'est pas vraiment un bal, d'ailleurs c'est une matinée, je ne sais pas si on y danse, mais enfin, disons que j'ai choisi le mot bal par goût de l'allitération, ça n'est plus joli, du bordel au bal. Mais j'en ai déjà parlé, donc je vais plutôt insister sur le bordel. La question, c'est de savoir comment dire le dernier mot du monde, comment dire cette apocalypse. Mais justement, et on revient à notre sujet, que je vais avoir le temps de traiter trop rapidement, mais Proust se refuse à faire une littérature militante, une littérature mobilisée, une littérature engagée, une littérature patriotique. Ce qu'il veut, c'est décrire, selon les règles de son réalisme propre, le spectacle, le monde finissant dont il nous propose le spectacle. D'où le recours au surnaturel, au merveilleux, au fantastique, au théâtral. Il y a une sorte de théâtralisation du propos dont je n'ai pas le temps de parler ici, mais qui est tout à fait caractéristique de la démarche artistique de Proust. Donc le bordel. De quoi s'agit-il ?
Et là, on est vraiment dans l'invraisemblance. Le narrateur, on est en 1916, le narrateur se promène dans les rues de Paris, mal éclairées. J'imagine que c'est déjà l'heure du couvre-feu. Et tout d'un coup, il se perd. On est vraiment dans une sorte de labyrinthe. Paris s'est transformé en une sorte de labyrinthe urbain. Et tout d'un coup, il a soif. Et donc, il cherche un endroit où pouvoir se désaltérer. Il aperçoit un hôtel, enfin, ce qui semble être un hôtel, qui est encore vaguement éclairé. Et donc, il demande, comme ils se sont fatigués, à ce qu'on lui donne une chambre dans laquelle il puisse se reposer un instant avant de reprendre son chemin et se désaltérer. Or, coup de théâtre, et là, on est vraiment dans l'invraisemblance romanesque assumée comme telle. Cet hôtel dans lequel le narrateur cherche refuge se trouvait un établissement tenu par Jupien, l'un des amants de Charlus, qui a été chargé par Charlus, on le découvre progressivement avec le narrateur, de transformer donc cet établissement, cet hôtel, en un bordel pour hommes, dans lequel un certain nombre de grandes personnalités du monde artistique, mondain, politique français pendant la guerre se rend donc pour recevoir les services sexuels d'un certain nombre de jeunes hommes qui sont tous des soldats soit réformés, soit qui ont réussi à s'éloigner un petit peu du front. C'est donc un bordel pour hommes. Et que Proust choisisse ce bordel, ce lieu, afin d'exprimer ce qu'est la société telle qu'il la représente pendant la Première Guerre mondiale, n'est sans doute pas dépourvu de signification et de valeur. Il n'est pas le seul. Hein. Joyce, dans Ulysse, consacre le plus long des chapitres de son roman à l'évocation d'un bordel dublinois. Même chose chez Aragon, dont on reparlera dans La Défense de l'infini. Aragon qui avait cette formule, c'était une sorte de précepte à la fois moral, esthétique et peut-être politique, encore que, disait n'oubliez jamais le bordel. Voilà. Parce que le bordel dit, c'est la conviction de Joyce, c'est la conviction d'Aragon, c'est la conviction de Proust, le bordel dit la vérité du monde et son caractère terrible. D'autant plus que ce bordel n'est pas, à proprement parler, un lieu de plaisir, mais plutôt un lieu de souffrance. Vieillissant, on peut imaginer que c'est en vieillissant, à vrai dire, on n'a pas de détails là-dessus dans La Recherche du temps perdu, mais Charlus a pris le goût des plaisirs masochistes, et donc, comme le découvre horrifié le narrateur à travers l'œilleton d'un œil de bœuf aménagé de manière à permettre aux voyeurs de profiter des choses qui se passent dans une chambre située à côté de la leur, donc à travers l'œil de bœuf providentiellement situé dans la chambre où il s'est réfugié, le narrateur découvre horrifié le spectacle du vieux Charlus en train d'être flagellé, fouetté par un jeune soldat, alors qu'il est donc enchaîné sur ce lit. Voilà. Il y a une morale du bordel chez Proust, au sens où Sade parle de philosophie dans le boudoir. Le bordel est le lieu de la déchéance absolue et générale. Voilà ce que nous dit Proust. Alors je saute un certain nombre de choses et j'en viens à ma conclusion. Le bordel, le bal sont, nous dit Proust, une citation, comme, dit-il, un guignol scientifique et philosophique. C'est-à-dire on observe le travail du temps qui défait les corps, qui défigure les êtres, qui les tire vers la tombe. On observe la jouissance sexuelle sous sa forme la plus pathétique, l'amour rémunéré et passant par la perversion. Et donc, de ce guignol scientifique et philosophique que le romancier observe, il s'agit de savoir quelles leçons on peut tirer. Et il y a véritablement chez Proust la volonté de produire une démonstration littéraire, mais aussi scientifique ou philosophique en tout cas. Alors bien sûr, cette leçon, on sait quelle elle est, et je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, hein, la leçon essentielle, c'est celle-là. Proust nous dit que grâce aux illuminations offertes par la mémoire involontaire, l'individu, s'il devient un artiste, s'il devient un écrivain, peut accéder à l'essence des choses. C'est le terme qu'utilise Proust. L'essence des choses, soustraite ces choses à l'ordre destructeur et aliénant du temps, de telle manière
que l'écrivain se voit révéler à lui, grâce à ces illuminations dont je parlais, la vérité découverte et éclaircie, enfin, de ce qu'il appelle la vraie vie, c'est-à-dire la littérature. Au sens, et vous m'excuserez de ne pas pouvoir développer encore ce point, mais pourquoi est-ce que la vraie vie, c'est la littérature? Parce que seule la littérature nous permet d'accéder à la vérité de nos vies. C'est-à-dire de nous défaire de toutes les illusions, de la mondanité, de l'amour, de la politique, etc., pour comprendre véritablement cette vie qui est la nôtre, mais à côté de laquelle nous passons si nous ne sommes pas capables de lui donner la forme esthétique que lui garantit la création littéraire et artistique. Bon, c'est toute la théorie de la littérature que Proust expose dans La recherche du temps perdu, et particulièrement dans Le temps retrouvé, et qui donne la base à partir de laquelle, parfois, presque toujours, me semble-t-il, on tire Proust du côté d'un certain esthétisme contre lequel, me semble-t-il, et c'est là-dessus que je terminerai, il me semble qu'il proteste dans son œuvre. Car malgré ce que l'on dit parfois, il y a aussi une politique et une morale de Proust. Et c'est ce que je voudrais donc essayer de dire en quelques mots seulement, pour laisser un peu de temps à une éventuelle discussion. Alors dire qu'il y a une politique de Proust ne va pas de soi, parce que l'individu Proust, mais Proust nous met bien en garde contre l'erreur fatale qui consiste à mélanger le moi social et le moi créateur. Donc l'individu Proust, c'est quelqu'un qui est exemplaire, disons, d'un certain conservatisme qui est propre à sa classe sociale. On pourrait même parler d'un certain scepticisme ironique à l'égard de la politique, comme à l'égard des autres croyances qui sont propres à l'espèce humaine. Bon. C'est déjà, si on se rappelle ce que Sartre disait de Flaubert et des frères Goncourt en 1945, cette distance ironique prise par Proust à l'égard de la politique, c'est déjà, si on veut, une prise de position politique, ou au moins une prise de position contre le mensonge politique, dont on va trouver des exemples, c'est vrai, dans la vie et dans l'œuvre de Proust. Proust s'est engagé au moment de l'affaire Dreyfus, c'est à peu près la seule fois où il l'ait fait dans sa vie, mais au moment de la guerre, il est clair qu'un texte comme Le temps retrouvé a à cœur de déconstruire de façon satirique l'idéologie belliciste à laquelle la France est en train de céder. Donc, ne serait-ce que sur ce terrain-là, il y a une politique de Proust dans la mesure où il montre les effets du bourrage de crâne dans toutes les couches de la société, depuis Françoise la bonne, la gouvernante, qui exprime le patriotisme sous sa forme la plus naïve, jusqu'à quelqu'un comme Madame Verdurin, qui pendant la guerre s'autoproclame égérie du jusqu'au-boutisme et prétend transformer son salon en annexe du GQG, c'est-à-dire du Grand Quartier Général. Donc Proust va dénoncer dans Le temps retrouvé la désinformation de la propagande, et il le fait de manière souvent très drôle, en ironisant sur le prétendu héroïsme des gens de l'arrière. Il y a deux passages que j'évoque quand même parce qu'ils sont assez drôles. Madame Verdurin réussit, en cette période de privation qu'est la Première Guerre mondiale, à obtenir une autorisation militaire pour qu'un boulanger lui fabrique à elle seule ses croissants, sans lesquels elle est affligée de terribles migraines. Donc elle a une quasi-ordonnance médicale. Et donc Proust nous la montre en train de lire les nouvelles dans le journal qui annoncent le fait que le navire, le Lusitania, a été coulé par la marine allemande. Et donc, d'un côté, elle exprime son effroi devant cet acte de violence inqualifiable et barbare. Et de l'autre, elle ne peut réprimer la satisfaction qu'elle a à tremper, après plusieurs semaines de privation, son croissant dans son café au lait. Même chose, Proust ironise sur les couturiers qui, pendant la guerre, expliquent que les femmes doivent être bien habillées, car c'est une manière de ne pas céder devant la barbarie allemande que de maintenir vivant le panache de la haute couture française. Genre de bêtises qu'on pourrait tout à fait entendre aujourd'hui, mais qui était déjà très en vogue, semble-t-il, à l'époque de Proust. Proust va prendre comme porte-parole Robert de Saint-Loup et Charlus pour proposer une sorte de contre-discours, donc, qui désamorce et dénonce
les excès de la propagande. Donc, décidément, je suis obligé de presser un peu le pas. La littérature, donc, de ce point de vue-là, se constitue en une sorte de contre-discours, comme je viens de le dire à l'instant. Mais il y a plus, et c'est là-dessus que je voudrais donc conclure, en vous citant un petit passage du Temps retrouvé, qui me semble trop peu souvent cité. Enfin bon, il y a des spécialistes de Proust qui connaissent tout par cœur, hein, donc je ne leur donne pas la leçon. Ce que je mets en cause ici, c'est une certaine doxa proustienne qui n'est pas forcément le fait des spécialistes, encore que parfois elle le soit, mais qui me semble ne pas correspondre à ce que l'œuvre a de meilleur, en tout cas à la vérité de cette œuvre telle que moi je la lis et l'aperçois. Donc voilà une scène qui me semble à souligner. Le narrateur est en train de discuter avec Charlus, et il parle des saccages qui ont été faits par l'armée allemande, et notamment du fait que certaines grandes cathédrales du nord de la France ont été bombardées et détruites. Je crois que la cathédrale d'Amiens, la cathédrale de Reims notamment. Voilà. Ce qui est un thème très important à l'époque parce que Barès s'en est saisi. Et Charlus déplore donc ce saccage artistique. Et voilà ce que lui répond le narrateur. « J'adore autant que vous certains symboles, mais il serait absurde de sacrifier aux symboles la réalité qu'ils symbolisent. Les cathédrales doivent être adorées jusqu'au jour où, pour les préserver, il faudrait renier les vérités qu'elles enseignent. Le bras levé de Saint-Firmin, dans un geste de commandement, donc qui a été détruit, presque militaire, disait que nous soyons brisés si l'honneur l'exige. Ne sacrifiez pas des hommes à des pierres dont la beauté vient justement d'avoir fixé des vérités humaines. » Alors c'est d'autant plus important que Proust n'a cessé de comparer son œuvre littéraire à une cathédrale, sous l'influence de Ruskin, qui l'avait traduit. Donc je relis cette dernière phrase. « Ne sacrifiez pas des hommes à des pierres dont la beauté vient justement d'avoir fixé des vérités humaines. » Bien sûr, il y a une sorte d'exaltation de la création artistique chez Proust. Mais non sans que Proust rappelle que l'art ne vaut que par les vérités qu'il exprime et qui le dépassent. Telle est la morale de Proust sur laquelle je conclus. D'abord, il y a une morale qui commande à l'écrivain de faire œuvre, une vocation. Ceux qui ne répondent pas à sa vocation, aussi admirable qu'il soit, sont en quelque sorte les damnés, les réprouvés de l'enfer proustien. Il les nomme les célibataires de l'art, les dilettantes, ceux qui ont entreaperçu la vérité, mais qui l'ont laissé s'échapper. Poètes de leur vie, mais non pas poètes dans leur vie. C'est le cas de Swann, c'est le cas de Charlus. Et il s'agit pour Proust de s'accomplir en répondant donc à une semblable vocation et d'accéder ainsi à la vérité. Mais cette morale, qui est bien sûr très autocentrée et qui ne se distingue pas beaucoup du discours que promeut l'esthétisme que je dénonçais il y a un instant, elle s'accompagne d'une autre, qui a une portée plus générale et qui lie l'écrivain à autrui. Concernant donc l'expression dont je viens de parler, de cette idée qu'il est une valeur plus haute qui donne son sens à l'œuvre littéraire et pour laquelle elle porte témoignage. Cette valeur, on peut dire tout simplement que c'est la compassion ou la pitié. Je crois que je vais m'arrêter là et que puisque j'ai la chance de vous revoir la semaine prochaine, après tout, plutôt que de bâcler cette conclusion que je n'ai plus le temps de faire, autant que je m'en serve comme introduction la semaine prochaine. Voilà.